Peux-tu me dire ce que tu entends par humanisme? Si j'ai à cœur d'en parler, c'est parce que quand j'ai été invité à poser ma candidature à la Sorbonne, ce fut sur une invitation que m'adressait un excellent camarade, qui de surcroît est un ami, Maurice Clavelin, épistémologue, historien des sciences, spécialiste universellement connu de Galilée. Et Maurice Clavelin m'a dit: envoie-nous un dossier, mais ne te fais pas de soucis sur son contenu, c'est moi qui soutiens ta candidature et qui vais plaider pour ton entrée à Paris 4, afin que tu nous apprennes ce que c'est que la Renaissance. C'est à ce titre que nous t'invitons. C'est pas en tant que pascalien. Mais il avait raison, Maurice. Il savait très bien que c'est là-dessus qu'on m'attendait. Et c'est ainsi que, dès que j'ai été en charge de cette chaire, ce fut pour essayer de donner une acception plausible à la Renaissance et à l'humanisme, compte tenu du fait que l'on vivait en ce domaine sur une légende qui mérite mal son nom, car legenda, c'est ce qui est digne d'être lu. Je pense que ce qu'ont écrit les Michelet et autres Quinet sur la Renaissance n'est pas digne d'être lu, a fortiori d'être imprimé. Qu'est-ce en effet que la Renaissance? Je préférerais l'appeler la naissance. La naissance de quoi? La naissance de l'homme moderne. Et cette naissance de l'homme moderne, elle s'effectue au sortir d'une longue période de gestation. Cette longue période de gestation étant les 1000 ans du Moyen-Âge. Qu'est-ce que le Moyen-Âge? C'est la gestation de l'homme moderne. Cette gestation qui se fait dans un climat de chrétienté, puisque c'est le mot qui est en vigueur, auquel il faut donner son véritable sens. Ce n'est pas une période où l'Église serait dominatrice par rapport au pouvoir royal, loin de là. Quand on voit la tension très grande qu'il y a souvent entre le trône et l'autel. Le trône sait faire valoir ses droits. Et le prince très chrétien sait très bien qu'il ne fera son salut que s'il sait faire pièce à l'Église. Il y a vraiment lutte des deux pouvoirs. La chrétienté, ce n'est donc pas une période qui serait marquée par la domination des clercs, par une allégeance particulière à une église. C'est une spiritualité de la terre, de la mère, de l'épouse. Et c'est pourquoi la figure emblématique du Moyen-Âge, c'est la Vierge Marie. Et on peut dire que le Moyen-Âge,
c'est les 1000 ans de la gestation de l'homme moderne en Marie, qui est la figure emblématique de la mère, de l'épouse, de la terre. Quitte à paraître païen, il faut pas séparer ces termes. Il ne faut pas les concevoir indépendamment les uns des autres. La terre-mère, Gaïa, dont il faut savoir retrouver l'inspiration à travers les cultes que nos campagnes ont encore envers leur terre, envers leurs monts, envers leurs sources. C'est ça que j'appelle la gestation de l'homme moderne dans la figure emblématique de la mère, la Vierge Marie. L'homme donc apparaît. Et vous pouvez voir, quand l'homme apparaît, mais c'est la spiritualité chrétienne elle-même qui en est changée. Prenez le livre qui fait recette au XVe siècle, que tous les clercs ont avec leur bréviaire dans leur sacoche, mais aussi que tous les fils de famille reçoivent en cadeau lors de leur profession de foi l'imitation de Jésus-Christ. Vous avez lu l'imitation de Jésus-Christ ? Eh bien, à ma grande stupéfaction, il y a une absente qu'on ne voit jamais. La Vierge Marie. Le temps de Marie est passé. Le temps de Marie, c'était celui des cathédrales. Duby a bien raison. Le temps des cathédrales. Avec la Renaissance, c'est l'homme désormais qui se manifeste. C'est l'homme-dieu, c'est le Christ, mais c'est jamais Marie. Marie rentre dans le silence. Elle est désormais la recluse. Mais c'est l'affirmation de l'homme. C'est ça l'humanisme. Car ce qu'on a appelé l'humanisme, c'est une christologie sécularisée. C'est rien d'autre. Prenons les textes, nous voyons bien que c'est une christologie sécularisée. C'est-à-dire que on essaie de faire de l'homme le module de toute réalité. Il sera, selon l'expression consacrée, nexus et copula mundi. Celui qui rassemble, qui tient ensemble, qui noue toutes les réalités, car c'est autour de l'homme et par le parti que l'homme peut en tirer que ces réalités entrent en relation et se définissent respectivement. L'universel entremetteur, c'est encore l'homme. Grâce à Dieu, ce n'est pas encore l'argent. Cela le deviendra plus tard, mais la Renaissance, c'est l'émergence de l'homme, copula mundi. Ou encore, dans la reprise d'un mot de Scott Erigen remis en honneur au XVe siècle, officina mundi. L'officine, c'est le creuset. C'est le creuset où l'on met tout ensemble pour essayer d'établir un mélange parfait. Celui en qui s'opère le mélange parfait, c'est l'homme, l'universel entremetteur. Alors, j'ai cru de mon devoir, dans mon enseignement, de mettre en avant une figure qui n'était pas connue à l'époque, qui est celle de Nicolas de Cuse. Et ceci, pour des raisons anecdotiques, si l'on peut dire. Je n'ai rien fait dont je n'ai été chargé. Ne m'en sentons pas habilité à faire quoi que ce soit sans qu'on me le demande.
c'est Henri Gouillet qui m'a demandé d'écrire ma thèse sur Pascal et sur le thème que je vous ai dit, parce que je l'avais avancé dans quelques exposés faits chez lui et dans quelques textes que je lui avais adressés, et ça l'avait intéressé. Je n'avais pas le vœu de faire une thèse, mais ça l'intéressait, il a dit, ils vont faire une thèse. Quant à mon travail sur Nicolas de Cuse, il tient de ma rencontre avec un homme qui fut dans mon jury d'agrégation, Maurice de Gandiac. Maurice de Gandiac fut un grand savant. Il avait donné, en 1942, une thèse sur Nicolas de Cuse et un recueil de textes choisis de Nicolas de Cuse. Cette thèse, je l'avais lue avec passion, car le sujet était passionnant, même si la thèse était peut-être encore immature par rapport aux études que l'on devait par après faire sur le Cousin. Elle avait du moins le mérite d'être vraie et d'être savoureuse, et elle donnait envie de lire le Cousin. Or, une de mes rencontres avec Maurice de Gandiac fut autour d'un disciple du Cousin qu'est le philosophe picard Charles de Beauvel. Un colloque avait eu lieu à Noyon, auquel j'avais eu l'honneur d'être invité, par Gandiac justement, et au dernier jour du colloque, Gandiac me dit « Écoutez mon cher Magnard, je vous charge d'éditer le plus possible l'œuvre et de traduire l'œuvre de Charles de Beauvel. » C'était ma mission. Je traduisis le livre du sage, le livre du néant, le livre des opposés, et je m'arrêtais là pour essayer de remonter à la source, qui était un philosophe au demeurant très différent, mais qui était quand même dans la même tradition, et qui était Nicolas de Cuse. Et je commençais des travaux très personnels sur Nicolas de Cuse, qui devaient nourrir mes cours en Sorbonne. Un jour, ce bon Gandiac, qui avait atteint, je crois, l'âge de 100 ans, et qui, sans être là de vivre, éprouvait cependant quelques fatigues, m'envoie son dernier écrit sur le Cousin, avec cette dédicace. Mon cher Magnard, vous êtes l'héritier, c'est à vous maintenant de traduire et d'éditer le Cousin. Et donc, je pris cela très au sérieux, d'autant plus que ce cher Gandiac devait nous quitter pour un monde meilleur quelques semaines plus tard. C'était donc bien son dernier message. Pourquoi Nicolas de Cuse ? Je devais donner une traduction avec trois de mes élèves, Pierre Quay, Frédéric Bonjean et David Lard, de la Docte-Ignorance, après avoir donné une traduction du De Posseste. Quelle figure de la Docte-Ignorance retiendrai-je pour vous en parler ? Livre 2, chapitre 12. Un hymne à la petite planète bleue. Incroyable de poésie et de tendresse. À une époque où on peut penser que la Terre est disqualifiée puisqu'elle n'est plus centre du monde, puisqu'elle n'est plus terme de référence, puisque déliée même de son soleil, comme dira un jour superbement Nietzsche, elle va roulant dans l'infini, on ne sait où. Une terre, donc,
désorientée, c'est le cas de le dire, elle a perdu son Orient. Une terre sans boussole, une terre insensée, c'est le cas de le dire. Il semble à cette époque qu'on ait perdu le sens de la terre et qu'il sera difficile de le retrouver. Si Montaigne le fait, c'est en relevant un véritable défi à cette époque où le sens de la terre s'est perdu au point qu'on la surexploite pour lui faire rendre davantage et malgré elle, dans un total irrespect de sa maternité. Eh bien, que nous dit le Cusin? Rappelons qu'on est en 1440 exactement, c'est-à-dire dans la première moitié du XVe siècle. Le Cusin n'est pas encore le cardinal de Curie qu'il deviendra un jour. Il est cependant déjà évêque, rattaché à Rome et conseiller du souverain pontife. Il sera le ministre au bref de Nicolas V et de Pie II, c'est-à-dire en fait le premier ministre de ces deux papes, après avoir été le secrétaire de Martin V. Donc, l'homme fort de l'Église pendant presque toute sa vie. Qu'est-ce qu'il a à gérer? L'Église, la chrétienté. Est-ce que l'on parle encore de chrétienté? Le mot commence à tomber en désuétude. Elle s'est sécularisée, la chrétienté. La menace du turc est telle que les princes dits chrétiens préfèrent négocier avec le turc, quitte à vendre leur âme au diable, plutôt que de se défendre de sa menace. Constantinople n'est pas encore tombé, puisque Constantinople, vous le savez, tombera en 53. Alors en 41, en 40 plutôt, qu'est-ce qu'on peut penser, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a plus que le turc, un autre adversaire à savoir contrer. C'est le positivisme scientifique qui a perdu toute sagesse. Le positivisme scientifique qui croit au progrès indéfini des sciences, selon le modèle mathématique, et qui commence à imaginer un progrès indéfini des techniques, avec ce que pourrait être un arraisonnement de la Terre, comme des rages oreilles des guerres, ou une mobilisation générale de nos technologies, comme dira Ernst Junger. On n'en est pas là, mais il y a déjà une griserie. On s'enflamme. On imagine ce que cela pourrait être. Et c'est là qu'on commence à parler de surexploitation de la Terre. Alors, le Cusin pense que l'urgence, c'est comme aujourd'hui l'écologie, et non pas la dogmatique chrétienne. Bien sûr, il va se disputer avec les frères moraves, il va se disputer avec les bohémiens, mais c'est quand même pas le primordial. Le primordial, c'est la vie des gens. Est-ce qu'ils habitent encore la terre? C'est ça son problème. Qu'est-ce que ça veut dire habiter la terre si l'on n'a pas le sens de la terre? Est-ce qu'on est sur la terre comme on serait sur un lieu de fortune,
d'où l'on passerait dans un autre lieu. Pourquoi pas? Est-ce que c'est le hasard qui nous fait vivre sur la Terre? Et c'est la question qu'il se pose. Alors, la Terre, sans doute, n'est pas le centre astronomique du monde, puisqu'on en vient d'en découvrir le caractère illimité, puisque l'on vient de remettre en cause le géocentrisme. Elle n'est plus le centre du monde. Elle n'est donc plus le terme de référence. Alors, qu'est-ce qu'elle est? Et où est-elle? Et que signifie son mouvement, sa dérive, à travers l'univers illimité? Et c'est là qu'il se fait l'apologiste de la Terre. Il se fait l'apologiste de la Terre en disant qu'elle reste, du fait que nous y sommes et qu'elle est notre mère, elle reste le terme de référence. Elle reste ce à partir de quoi nous devons juger, prendre en considération les choses. Elle reste le module de toutes nos évaluations. C'est en fonction d'elle qu'il faut sentir, comprendre et agir. Et ne disons pas qu'elle est vile parce qu'elle est petite et qu'elle paraît quelquefois noire. Elle est la terre, donc elle est la mer. Je trouve merveilleux le Cousin dans son apologie de la terre-mère et dans cette façon qu'il a de retrouver le référentiel de toutes nos certitudes. Nous sommes nés de la terre, c'est la terre qui a produit la vie, c'est la terre qui a produit l'esprit. Elle est donc le référentiel, quoi qu'on dise, même si ce référentiel ne se définit pas en termes astronomiques, en termes cinématiques. Elle est le référentiel. Et c'est à partir d'elle que l'on doit juger de quoi que ce soit. Je trouve, disons, l'humanisme fondé le jour où l'homme retrouve le commerce et l'amour de sa petite planète bleue. L'humanisme est fondé à partir du jour où l'homme retrouve ce que j'ai appelé le sens de la Terre. Et vous comprendrez alors pourquoi Montaigne, pourquoi tous les théoriciens de la Terre qu'on voit surgir, oh, il n'y en a pas tellement. Il y a celui que nous citions tout à l'heure, Olivier de Serres. Il y a le célèbre émailleur de Vendée qui nous donne sa splendide recette naturelle, son nom m'échappe à l'instant, en laquelle il nous explique l'inépuisable fécondité de la terre qui toujours se renouvelle, ce que nous savent faire nos propres techniques et qui fait qu'elle doit être pour nous toujours le modèle. Mais à la condition de savoir respecter ses repos, car pour ces deux bons protestants que je viens de citer, il y a un sabbat de la terre. Le sabbat de la terre, ce sont précisément ces cessationes, comme ils disent dans leur latin, cessatio, c'est-à-dire jachère, quand ce n'est pas des assolements qui permettent précisément à la terre de se reposer. Et on comprend comment Montaigne se situe dans cette ligne. Son sens de la terre l'amène à savoir ce qu'il peut demander à la terre, espérer d'elle, et ce qu'il n'a pas à exiger d'elle.